And the second speaker is David Rabouin. He is a leading researcher in philosophy at CNRS in a laboratory called Sphere, and his talk will be in French. So those of you, as I, who cannot understand French, can take those headsets back there if you need translation to Czech only. Sorry, not to English. But the talk will be called Space and Multiplicities, Two Paths in Ontology. Merci beaucoup. Vous m'entendez là, c'est bon? Je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation et m'excuser de n'avoir pas pu participer à l'entièreté du colloque. Donc, dans cet exposé, je voudrais poursuivre un dialogue engagé depuis la sortie de Logique des mondes sur le statut de l'ontologie et le rapport entre philosophie et mathématiques, dialogue qu'oriente trois lignes de questionnement. La première ligne est le sens qu'il faut donner, on en a déjà beaucoup parlé, à l'affirmation « les mathématiques sont l'ontologie », affirmation qui avait été faite explicitement par l'être et l'événement. Et il me semble en effet que c'est autre chose d'avancer que les mathématiques sont l'ontologie et que la théorie des ensembles est l'ontologie, comme semble avancer certains textes postérieurs à l'être et l'événement. Et il me semble qu'il y a eu en ce point une inflexion importante et non thématisée comme telle, que j'aimerais interroger. Ceci me conduit à une deuxième ligne d'interrogation sur le rapport en mathématiques entre langage et ontologie, cette fois dans un sens qui ne peut pas être celui d'Alain Badiou. Parce que si on dit les mathématiques sont ontologie, il n'y a pas de rapport langage et ontologie dans les mathématiques. Ici, ce que je voudrais pointer, c'est qu'il y a souvent une ambiguïté, non seulement chez Alain Badiou, mais plus généralement dans les discussions de philosophie des mathématiques, entre l'adoption d'un langage et l'adoption d'une ontologie. Si cette distinction est pertinente, et je vais essayer de montrer pourquoi elle semble l'être, alors on ne peut pas conclure du fait de l'adoption d'un langage ensembliste au fait que l'ontologie est ensembliste. Enfin, et ce sera le cœur de mon exposé aujourd'hui, je voudrais creuser le fait que le langage ensembliste a donné lieu immédiatement à la thématisation de deux orientations ontologiques dans l'histoire des mathématiques, qui sont celles de la multiplicité numérique et celle de l'espace topologique. Ou pour reprendre une distinction qu'on trouve chez Riemann, que les multiplicités se trouvent sous deux formes, continues et discrètes. Le fait qu'on ait un langage apte à les décrire de manière uniforme, ne préjugeant pas, c'est tout le point, du fait que nous avons affaire à un seul domaine d'objet. C'est ça la question. Donc, je voudrais montrer que cette tension traverse la pensée d'Alain Badiou, plus qu'il ne veut peut-être bien l'admettre, et qu'elle nourrit un certain nombre de difficultés auxquelles j'essaierai de parvenir. Donc, je vais commencer par revenir rapidement sur les deux premières questions, en développant un peu certains éléments que j'ai apportés dans les exposés antérieurs, puis je me concentrerai plus particulièrement sur le rapport entre espace et multiplicité. Donc, première question, quel est le sens de l'énoncé « les mathématiques sont l'ontologie » ? En particulier, et je pense que ça va rejoindre des choses dont a parlé Evelyne Barmeyer, peut-on dire que les éléments d'Euclide sont un traité d'ontologie? De la même façon qu'on peut dire, je cite, que la formidable introduction à l'analyse en 9 volumes de Jean Dieudonné est un traité d'ontologie, c'est une citation de l'être et l'événement. Il semble qu'il faille dire que c'est un traité d'ontologie si nous voulons tenir non seulement que les mathématiques sont d'ontologie, mais aussi, comme Alain Badiou y insiste régulièrement, qu'il y a en mathématiques comme ailleurs des vérités éternelles. Il faut que les mathématiques d'Euclide parlent d'objets que nous reconnaissons d'une manière ou d'une autre, comme les mêmes que les nôtres. Mais alors, nous sommes immédiatement confrontés à des difficultés redoutables. De fait, les mathématiques d'Euclide ne sont pas formulées dans un langage qui porte sur des objets du type ensemble. Elles sont formées dans des objets qui portent elles sont formées dans des théories qui portent sur des objets du type nombre et grandeur. L'affaire n'est pas sans importance parce que le fait que les mathématiques grecques, c'est pas seulement vrai pour Euclide, c'est vrai pour les mathématiques d'Apollonius ou d'Archimède, aient affaire à deux domaines d'objets, le nombre et la grandeur, commande leur organisation théorique. En particulier, le fait qu'il n'y a aucune démonstration qui passe d'un livre arithmétique à un livre géométrique chez Euclide, jamais. Ou le fait qu'il y ait besoin de deux théories des proportions, une au livre 5 et une au livre 7, là où nous n'aurions qu'un seul système de théorie de proportion.
Or, si nous tenons que ce n'est là qu'un phénomène de surface, et qu'Euclide se meut dans la même ontologie que nous, qui n'est rien d'autre que la mathématique éternelle, alors nous devons du même souffle admettre deux thèses problématiques. Problématiques pour Alain Badiou. Tout d'abord, une théorie mathématique peut relever d'un langage de surface qui se rapporte en apparence à des domaines d'objets, tandis qu'elle porte en fait sur d'autres. Les mathématiques d'Euclide se rapportent en apparence au nombre et à la grandeur, mais elles portent en fait sur un objet qui serait ensemble. On est obligé de dire ça. Deuxièmement, la mathématique comme ontologie est une discipline ouverte, soumise à des formes de progrès qui, sous leur forme la plus neutre, peuvent être décrites comme des formes d'explicitation. Donc Euclide a cru que nombre et grandeur étaient les bons objets, comme tous les mathématiciens grecs, mais nous savons, nous pouvons l'expliciter, que derrière les nombres et les grandeurs, en fait, il y avait des multiplicités, c'est le même objet, simplement on l'a explicité différemment. Or, ces deux thèses valent le droit de toute théorie mathématique, et donc, elles valent de la théorie des ensembles. C'est là le problème. Si elles sont vraies, il faut donc admettre qu'il n'y a rien dans la théorie des ensembles qui permette de savoir si elle parle vraiment d'ensemble. Ou si c'est là simplement une manière de parler d'autre chose, un langage de surface, exactement comme les mathématiques d'Euclide parlent de nombre et de grandeur, mais nous disons qu'en fait, derrière, il y a un objet qui serait des ensembles. Et de plus, il n'y a rien dans la théorie des ensembles qui en fasse le dernier mot de l'explicitation ontologique à laquelle est porté par sa nature même le développement des mathématiques. Ce qui était, si j'ai bien compris, l'objection de De Santi. C'est-à-dire qu'il s'en prenait à l'idée de quelque chose comme une ontologie intrinsèque des mathématiques. Donc ça, c'est la première ligne de questionnement que je conduis depuis plusieurs années et qui va me conduire à une seconde question. Quel est le sens de la révolution cantorienne sous laquelle se place Alain Badiou et dont on a déjà beaucoup parlé? Notamment, s'agit-il d'avérer l'adoption d'un nouveau langage ou d'une nouvelle explicitation de l'ontologie elle-même? Ceci rejoint un problème plus général dans les littératures sur les ensembles comme nouveau paradigme mathématique. De fait, l'émergence de ce paradigme chez des auteurs comme Cantor et Dedekind fait sous l'égide d'une théorie que l'on décrit rétrospectivement comme naïve, et pas du tout axiomatisée, et qui produit ses effets les plus remarquables avant d'avoir été axiomatisée. Il y a donc un raccourci à dire que les ensembles ont procuré un langage universel pour toutes les branches des mathématiques. C'est une citation de L'être et l'événement, citation qui est absolument vraie, et de faire comme si on parlait alors de ZFC, qui a été axiomatisé bien après. Je rappelle ici la mise en garde que fait José Ferreros, auteur d'une histoire de la théorie des ensembles qui s'appelle Labyrinth of Thought. Il dit qu'il faut faire une distinction entre la théorie des ensembles comme une branche autonome des mathématiques, et c'est celle dont on parle quand on parle de théorie des ensembles transfinis ou de théorie des ensembles abstraites, et une théorie des ensembles comme un outil ou un langage pour les mathématiques. Il dit, ça c'est l'approche ensembliste ou le langage des ensembles. Et il dit la chose suivante, la théorie des ensembles est venue bien après le langage ensembliste, et non le contraire. C'est ça le point. Le point crucial est donc que la théorie des ensembles est introduite par Cantor comme un langage qui permet de traiter certains problèmes mathématiques. En l'occurrence, les questions de convergence des séries trigonométriques et pas du tout des questions de fondation. Et vous savez que c'est dans ce domaine qu'il obtient ses résultats les plus marquants au début des années 70, bien avant la théorie des ordinaux transfinis, notamment le fameux théorème d'unicité qui dit que deux séries trigonométriques ont la même limite simple quand elles ont les mêmes coefficients. Dans ce contexte, on voit apparaître un certain nombre de concepts que nous désignerons aujourd'hui sous le nom de topologie générale. Par exemple, celui d'ensemble parfait, celui d'ensemble nulle part dense. On a parlé d'ensemble nulle part dense ce matin. Et c'est dans ce domaine que la théorie va connaître ses premiers succès auprès des contemporains. Bien plus que dans le domaine de l'arithmétique du transfini, où elle suscite au mieux l'indifférence, au pire la défiance. On le voit très bien en regardant la réception de la théorie des ensembles en France auprès d'auteurs qui ne sont pas des auteurs mineurs, comme Borel, Lebesgue ou Bayle. Je rappelle à ce propos qu'entre 1900 et 1904, la moitié des notes parues au compte-rendu de l'Académie des sciences portent sur la théorie des ensembles.
Donc c'est vraiment une grande arrivée. Or, ces auteurs, Borel, Lebesgue et Hébert, refusent catégoriquement l'utilité de l'arithmétique des transfinis. Ils ne trouvent ça pas du tout intéressant. Okay. À propos du livre de Baire, paru en 1905, qui s'appelle « Les leçons sur les fonctions discontinues », et de l'insistance de Baire sur les cas dénombrables, l'historienne Hélène Gispert écrit la chose suivante. De ce fait, il adopte une démarche radicalement différente de celle de Cantor, ce qui est vrai. Cantor qui cherche à dégager sa généralisation du concept de nombre de ses premières considérations sur les ensembles de points. Et ce n'est pas du tout ce que font les gens qui utilisent le langage ensembliste. Ce parti pris est significatif de la façon même dont Baire appréhende la théorie des ensembles. Il s'en explique en 1905 dans une lettre à Borel, où il évoque la corvée assommante que représente l'article sur les ensembles qu'il doit écrire pour la version française de l'Encyclopédie des sciences mathématiques qui était dirigée par Jules Mock. Je cite Baire parce que ça vaut vraiment le coup de voir le rapport que ces gens ont à la théorie des ensembles. Ces gens qui sont des mathématiciens, des working mathematicians. En écrivant mes leçons sur les fonctions discontinues, j'avais les coups des franches. J'exposais de la manière qui me paraissait la plus claire les théories dont j'avais l'intention de me servir. Je ne suis plus ici dans les mêmes conditions. Je n'ai plus le droit de faire dévier la pensée de Georges Cantor. Il me faut, bon gré, mal gré, parler de l'addition, de la multiplication des types d'ordinaux, chose dont je ne connais pas la moindre application. Je ne peux tout de même pas en inventer. Voilà ce que dit Baire en 1905. Et je vous rappelle, la moitié des notes sont sur la théorie des ensembles, mais sur le versant topologique, sur les ensembles de points. Aujourd'hui encore, c'est la même réponse qu'on s'attire de la plupart des mathématiciens. Je cite un texte de Yves André, dans ses leçons mathématiques contemporaines pour l'ERCAM, chapitre qui s'intitule « Non-influence de la théorie des ensembles sur les mathématiques ». Et voilà ce que dit Yves André, qui est en gros ce que dit Baire. Que retiennent les mathématiques de tous ces travaux sur les multiplicités infinies? La réponse est double et très tranchée. En ce qui concerne l'usage et le langage des ensembles, à la manière de Dedekind, disons, ils ont envahi toutes les mathématiques. L'usage des ensembles a ouvert la voie à la topologie générale, à la théorie de la mesure, inventée par Borel, Lebesgue et Hébert, et à l'analyse fonctionnelle, inventée par Fréchet juste après, et puis tous ces auteurs, où l'on traite d'ensemble de fonctions comme s'il s'agissait de points de l'espace. D'autre part, le langage des ensembles, écoutez bien le vocabulaire qui est utilisé, sous l'impulsion de Bourbaki notamment, a beaucoup contribué à la précision du langage mathématique en général. Les mathématiciens ont aussi retenu quelques règles d'hygiène logique, c'est une citation d'André Weil dans un texte célèbre, pour éviter les paradoxes de l'infini ainsi que l'usage conscient et circonspect de l'axiome du choix et de ses variantes. Ça, c'est pour le langage ensembliste. Première partie de la réponse. Au reste, la plupart des ensembles considérés par les mathématiciens sont des ensembles définis en compréhension, pour lesquels l'appartenance veut dire concrètement satisfaire une certaine propriété explicite. À ce niveau basique, les ensembles n'offrent guère qu'un langage réaliste, un peu plus commode que le maniement logique des propriétés elles-mêmes. Je reviendrai à ce point technique tout à l'heure. En revanche, en ce qui concerne les travaux de Cantor sur la combinatoire transfinie, l'axiomatique ensembliste et tous les développements ultérieurs de la théorie des ensembles, les mathématiques, hors théorie des ensembles et logiques bien sûr, n'en retirent quasiment rien. Donc il dit la même chose que Baire. Mon chronomètre s'est arrêté, donc je ne sais plus le temps que je parle. Un point sur lequel je voudrais insister est que cette situation n'est pas spécifique à la théorie des ensembles. À de très nombreuses reprises dans l'histoire des mathématiques, on assiste à la mise au point d'un langage qui s'avère fécond, qui va être adopté par un très grand nombre de mathématiciens parce qu'il permet de résoudre des problèmes. Même lorsqu'ils sont en désaccord sur l'ontologie qui lui est apparemment attachée. J'ai mentionné le cas des proportions, il y a des discussions dès l'Antiquité pour savoir si effectivement les proportions portent sur deux domaines d'objets, nombre et grandeur, ou sur un seul. Et comment il faudrait l'appeler, quantité. Et ces discussions vont continuer jusqu'au Moyen-Âge. On peut penser au langage algébrique cartésien. Vous savez que quand Newton lit la géométrie de Descartes, il écrit dans la marge « non est geometria ». Ce n'est pas de la géométrie. Ce que Descartes disait était l'essence de la géométrie. Vous pouvez penser au calcul différentiel leibnizien, qui suscite beaucoup de discussions sur l'existence ou non des infiniment petits, etc., etc. Le point central est le suivant. Il ne semble pas qu'on puisse conclure de l'adoption d'un langage en mathématiques à l'adoption concomitante d'une explicitation de l'ontologie.
Parce que l'histoire des mathématiques nous offre de nombreux exemples où on a un discours qui se rapporte en apparence à un domaine d'objet, qu'une reformulation postérieure fait apparaître comme un effet de langage. Pensez aux infiniment petits. On pourrait rendre ces considérations plus techniques comme l'évoque Yvan Day. Ainsi, certains auteurs comme Stewart Shapiro considèrent que les mathématiques ensemblistes partent en fait d'objets qui sont des structures et qui doivent être décrites dans le cadre non pas de ZFC, mais de l'arithmétique de Peano du second ordre. L'arithmétique de Peano du second ordre est un système plus faible que ZFC, mais qui permet de faire à peu près toutes les mathématiques. La seule différence, c'est que là, les objets, on les connaît, c'est des entiers et des ensembles infinis d'entiers, donc des nombres réels. Par ailleurs, la théorie Peano du second ordre est catégorique, ça veut dire que tous ces modèles sont isomorphes. Très intéressant. C'est un point sur lequel s'appuie Shapiro. Mais l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, donc ça c'est ce que dit Yvan Day, on pourrait remplacer la théorie des ensembles par une théorie logique du second ordre, ça produirait les mêmes effets mathématiques. Et en fait, il y a des gens qui le font. Ça ne fait pas une grande différence. Les actions sont très différentes, pas du tout les mêmes actions. Mais l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, étant donné le thème de cette session, est évidemment la théorie des catégories et le regard neuf qu'elle offre sur les objets mathématiques, à commencer par les ensembles. Sous ce point de vue, on peut rappeler que le rapport entre théorie des ensembles et théorie des catégories n'est pas simplement de querelle sur la nature des fondements. En effet, il existe des versions purement catégoriques de la théorie des ensembles sous sa forme ZFC. Comme par exemple la théorie algébrique des ensembles, inventée et développée par Joël et Moek Dark, et ensuite aussi par Steve Howity. Et ces versions montrent qu'on peut se rapporter aux mêmes objets de manière totalement différente. Je cite ici un passage de la présentation qu'on a donnée à mon collègue Brice Alimi. D'un point de vue ensembliste, une application est un ensemble. Il n'y a pas de flèches. Les seules flèches correspondent aux arêtes du graphe d'appartenance propre à l'univers ensembliste. Du point de vue de la théorie algébrique des ensembles, on met en vedette les flèches avec la fibration du codomaine comme référence. Le concept de fibration permet de ressaisir la théorie des ensembles tout en prenant les applications en tant que flèche comme entité fondamentale. C'est la greffe d'une idée anti-ensembliste à la théorie des ensembles, mais non, au nom de la théorie des ensembles. C'est une opération de croisement et non de concurrence avec la théorie ZFC. Donc on peut totalement reformuler ZFC d'un point de vue catégorique, ce serait une partie de la théorie des catégories, ça ne change rien. Simplement, on ne parle plus du tout d'ensemble, etc., on parle de morphisme. Ceci s'inscrit dans un cadre plus vaste qui est le fait que la théorie des topos, puisque c'est l'aspect de la théorie des catégories qui intéresse le plus Alain Badiou, peut être vue comme une théorie des ensembles locales. Ici, ce n'est plus au sens de ZFC, mais le sens où on extrait un noyau opératoire à toute théorie des ensembles, y compris des versions plus faibles que des ZFC, des versions intuitionnistes, etc. Et c'est le point de vue qui a été développé notamment par John Bell dans son livre Toposis and Local Set Theory. Un topos, c'est une théorie des ensembles locaux. Et il y en a plusieurs. Dans un exposé précédent, j'avais essayé d'indiquer pourquoi cette idée d'une mathématique locale, c'est le titre d'un article de John Bell, par opposition aux mathématiques absolues, me semble féconde, comment elle court-circuite ce que je vois comme un raccourci chez Alain Badiou, à savoir l'alternative dans laquelle il essaye d'enfermer son interlocuteur, et moi au premier chef, soit l'absolu, soit le relativisme. Il n'y a que du langage et des corps, il y a du langage, des corps et des vérités, sauf qu'il y a des vérités. De fait, la théorie des ensembles locales permet de donner un sens à la notion de vérité locale, et elle n'est pas du tout relativiste, mais elle est, ce que j'avais essayé de montrer, et c'est le parallèle que fait John Bell, une théorie de la relativité, ce qui est complètement différent, au sens de Einstein. Théorie des invariants, en fait. Dans l'exposé d'aujourd'hui, je voudrais développer un autre point, qui est le fait qu'un des aspects qui est alors chamboulé dans l'approche par les topos est le rapport entre espace et multiplicité. Le fait que la notion de topos redistribue les cartes des rapports entre discret et continu a été vu par de nombreux auteurs, à commencer par l'un des inventeurs de la notion, Alexandre Grothendieck, dont il sera question tout à l'heure. Je cite ce passage bien connu de Récolte et Semaille. C'est le thème du topos qui est ce lit où viennent s'épouser la géométrie et l'algèbre, la topologie et l'arithmétique, la logique mathématique et la théorie des catégories, le monde continu et celui des structures discontinues ou discrètes. Il est ce que j'ai conçu de plus vaste pour saisir avec finesse, par un même langage, riche en résonances géométriques, une essence commune à des situations les plus éloignées les unes des autres. On trouve des citations exactement similaires
chez Sanders MacLean ou encore chez Jean-Pierre Marquis quand ils veulent décrire ce que c'est qu'un topos, comme manière de voir à la fois un espace généralisé et une théorie logique et une théorie des ensembles locaux. Le point sur lequel j'aimerais insister est la dernière phrase de Grothendieck, une essence commune à des situations les plus éloignées les unes des autres. Il me semble que nous avons là un exemple parfait de la manière dont on réinterprète un langage de surface en disant qu'en fait, il ne parlait pas de ce qu'on croyait. C'est en ce point, bien plus que dans le fait que la théorie des catégories nous livre en apparence une ontologie des relations plutôt que des objets, qu'il me semble que l'on doit faire porter la confrontation entre théorie des ensembles et théorie des catégories. Dans la suite de mon exposé, je voudrais montrer trois choses. D'une part, cette redistribution nous conduit à relire le développement de la théorie des ensembles et à voir que la tension entre espace et multiplicité, que la théorie des catégories, en tout cas la théorie de topos, vient résorber en partie, y est constitutive. Elle est constitutive à la théorie des ensembles, cette tension. La question, me semble-t-il, n'est pas du tout de savoir si on décrit les objets mathématiques en termes d'éléments plutôt qu'en termes de flèches. Elle est de savoir si on manque quelque chose de l'essence des objets mathématiques, je reprends l'expression de Grothendieck, l'essence commune, quand on les décrit en termes purement ensemblistes. Et ici, la réponse de Grothendieck est sans appel. On manque quelque chose de l'essence commune du nombre et de l'espace. Voilà ce qu'on aurait manqué. Cette tension entre multiplicité numérique et espace constitue, dans la période récente, une ligne de démarcation entre deux voies ontologiques, celle qu'a thématisée Gilles Deleuze et celle qu'a thématisée Alain Badiou. Alain Badiou lui-même a mis en scène cette opposition, mais je voudrais indiquer, il ne va pas être surpris, qu'il y a une réponse deleuzienne possible aux critiques qu'il a faites, et cette réponse consiste à s'installer dans la tension entre espace et multiplicité plutôt qu'à vouloir la résorber. Une version du platonisme qui a illustré remarquablement la perspective d'Alain Lockman, alors que je pense qu'en fait Alain Badiou est plus proche des thèses de Jean Caballès dans cette grande division dans la philosophie des mathématiques françaises. Enfin, je voudrais indiquer que cette tension accompagne naturellement un nouveau changement de paradigme, puisque l'ontologie est toujours ouverte, dont la philosophie n'a pas encore pris toute la mesure, et qui est le paradigme homotopique. J'en dirai un mot pour finir. Sur le premier point, je passerai vite, puisque j'ai déjà fait allusion, en rappelant les travaux de Cantor. J'ai fait allusion tout à l'heure au fait que dès Cantor, en fait, le langage ensembliste sert à deux choses. Il sert à formuler la description d'ensemble de points, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la topologie générale, et il sert à décrire de nouveaux types de nombres, et ça c'est la théorie des ordinaux transfinis et des cartésiens. Mais il est important de voir que le langage ensembliste se prête immédiatement à deux formes de thématisation, tout de suite. Cela permettrait de rendre justice au travail de Dedekind. Pardon. Donc il y a une thématisation topologique et l'autre ordinale. En fait, on devrait dire qu'il y en a trois. Une topologique, une ordinale, une algébrique. Et ça permettrait de rendre justice au travail de Dedekind et de rappeler le souvenir des trois structures mères de Bourbaki. Mais je vais laisser cette troisième thématisation algébrique de côté parce qu'elle s'est tout de suite fondue dans la seconde ordinale avec laquelle elle collait très bien. Quand on suit l'histoire de la théorie des ensembles, on ne peut qu'être frappé que cette thématisation est déjà présente chez Riemann. Quand Riemann fait la théorie des multiplicités, c'est le même mot, manifactica, qui va être repris par Cantor dans un premier temps. Quand il fait la théorie des multiplicités, il dit tout de suite, dans un passage célèbre du texte qui s'appelle « Sur les hypothèses qui servent de fondement à la géométrie », qu'il y a deux types de multiplicité, continue et discrète, en fonction de la manière dont on passe d'un élément à un autre, continue ou discrète. Donc là, j'avais la citation que je ne vais pas lire, vous la trouverez partout, en langue française, anglaise ou tchèque, et vous verrez qu'il fait cette distinction, et c'est dans ce texte aussi que Riemann annonce le point de vue de l'analyse situs qu'il a contribué à inventer comme une théorie qualitative de l'espace. Je ne vais pas lire. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'en fait, c'est ce texte que cite Gilles Deleuze, dès le petit livre sur Bergson, pour sa théorie double des multiplicités, parce qu'il considère qu'en fait, la théorie chez Bergson des multiplicités intensives et des multiplicités quantitatives n'est qu'une reprise de celle de Riemann poussée à sa limite. Ce n'est pas la même, mais elle est poussée à sa limite. Quand on suit ces différentes thématisations, on ne peut que constater qu'elles aboutissent à des axiomatiques distinctes. Celle de Zermolo en 1908, celle de Hausdorff en 1913, ou celle de Hermann Weyl au même moment. Et celle de Hausdorff, c'est une axiomatisation des espaces topologiques. Le fait que la première axiomatise en général le langage des ensembles, celle de Zermelo axiomatise le langage des ensembles, dans lequel se trouve formulée la seconde, donne alors l'impression qu'on a affaire à une unification ontologique. Mais cette impression doit être nuancée par deux remarques que je voudrais faire. La première, de type kantienne, est que les différentes propriétés des espaces topologiques, comme la connexité, la compacité, la continuité,
ne sont pas analytiquement dérivables de la notion d'ensemble, à la différence de ce qui se passe pour les concepts numériques. Vous pouvez dériver toutes les propriétés des nombres du concept d'ensemble, c'est ce qu'a fait Cantor, mais vous aurez beaucoup de mal à dériver la notion de compacité du concept d'ensemble lui-même. Il faut déjà avoir une petite idée de ce que ça veut dire. Et la connexité, c'est pareil, on peut la traduire dans un ensemble ensembliste, mais c'est une notion qui est une notion topologique dans son essence, spatiale. Ceci crée d'ailleurs des situations intrigantes pour ceux qui peinent à distinguer ces thématisations et dont la valeur pédagogique est bien connue, comme le fait que l'ensemble triadique de Cantor a la puissance du continu selon la thématisation numérique, alors qu'il est totalement discontinu selon la thématisation topologique. D'ailleurs, hier j'ai entendu justement des gens parler de la continuité comme capturée par la puissance du continu. C'est faux. C'est faux. Ça ne suffit pas. On peut avoir la puissance du continu et être totalement discret. C'est comme ça. Ce point est crucial dans notre développement puisque les mondes que considère... Pardon, j'ai sauté. Ça, c'était la première remarque de type kantien. La seconde remarque est que l'idée que les espaces topologiques sont d'essence ensembliste est immédiatement l'objet de suspicion de la part de certains mathématiciens. Souvent issus de la tradition de la topologie algébrique, ils considèrent que la structure topologique est indépendante de cette expression ensembliste. Et c'est là l'origine de la topologie sans point qu'on voit naître dès les années 30. Il y a un très bon article de Jean-Pierre Marquis et Mathieu Bélanger sur cette question. Ce point est crucial dans notre développement puisque les mondes que considère Alain Badiou dans Logique des mondes sont adossés à des structures qui généralisent cet espace topologique et qu'on peut exprimer par la structure d'ordre de leurs ouverts. Ce qui, dans le cas d'espèce, forme une algèbre de Heyting complète, ça a déjà été mentionné. C'est une structure algébrique qui reproduit en fait celle des ensembles ouverts des espaces topologiques. Or, c'est cette structure qui s'est précisément révélée être l'objet de la topologie sans point. Vous pouvez faire de la topologie sans ensemble, et à ce moment-là, ce que vous prenez, c'est les algèbres de Heyting ou les locales. Il y a plusieurs manières de former. Or, on peut faire ici un certain nombre de remarques. Tout d'abord, il est intéressant de constater que Logique des mondes choisissent délibérément une présentation logique et ensembliste et introduisent l'approche topologique que dans un second temps, au chapitre de Croix, tout en disant, je cite, que cette dernière est plus fondamentale. Là, j'aimerais bien savoir pourquoi elle est plus fondamentale. Et de fait, ce n'est pas là une facilité de formulation, parce qu'on a besoin de cette présentation spatiale pour comprendre la structure de monde comme recollement d'informations, c'est-à-dire comme faisceau. Et cet aspect occupe l'essentiel de la partie 3 de Logique des mondes, consacrée à ce que Alain Badiou appelle l'ontologique, avec un tiret, je crois qu'il en parlera tout à l'heure. C'est ce qui permet de construire les mondes comme un topos de Grothendieck, c'est-à-dire comme, c'est la définition d'un topos de Grothendieck, c'est une catégorie de faisceaux sur un site. C'est vraiment, on a besoin de la notion de faisceau. C'est pas du tout une notion étrangère ou extrinsèque. Ici s'ouvrent de nombreuses questions que j'essaye de formuler le plus possible à l'intérieur de la construction d'Alain Badiou. Tout d'abord, à ce stade, il devient particulièrement clair que la construction des mondes comme structure d'apparaître de l'être s'est faite par un certain nombre de choix. On a déjà parlé de la question des choix des théories mathématiques hier dans l'exposé de Lieberfeld. D'abord, on n'a pas choisi n'importe quel topos, au sens des topos élémentaires, mais même au sens des topos de Grothendieck, on a choisi un topos localique, qui peut s'exprimer avec un classificateur de sous-objets qui est une algèbre de Heyting complète. Voilà. Et dont les éléments, qui plus est, peuvent être interprétés comme des ensembles. C'est le fameux postulat du matérialisme. Mais comment justifier de tels choix si les autres topos apparaissent non pas dans la théorie abstraite et logique des catégories, mais dans les mathématiques elles-mêmes? Ça, c'est le problème qu'a un petit peu évoqué hier Olivier. Autant on peut comprendre la théorie des catégories abstraites comme une logique générale des mondes possibles, c'est la solution qu'a proposée Alain Badiou, dans laquelle ensuite les mathématiques vont déterminer certains mondes, autant on ne comprend pas très bien qu'un de ces mondes possibles apparaisse au lieu même de l'ontologie, c'est-à-dire à l'intérieur des mathématiques. Or, il n'est pas difficile de trouver des topos qui ne sont pas localiques en mathématiques. Par exemple, si vous étudiez les actions d'un groupe discret, les G ensemble vont former un topos, qu'on appelle le topos classifiant de G, qui n'est pas localique. Donc si vous suivez un cours de théorie des topos, votre professeur, au moment où il va exposer ce que c'est qu'un topos localique, il va dire « et il y a des topos qui ne sont pas localiques », par exemple celui-là. Il y en a des plus compliqués, et il y en a des plus utiles aussi, où on a vraiment besoin de l'expression toposique. La deuxième question que je voudrais, ou la deuxième remarque, c'est comment justifier, et ça c'est un trait constant chez Alain Badiou, que l'appareil passe par la spatialisation.
Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait mystérieux. Donc c'est un fait. Mais pourquoi? Pourquoi le lieu de la parette est lié à la spatialisation? C'est un problème qui existe déjà depuis Platon, au titre de la Cora, mais il est aussi problématique chez Platon que chez un adulte. Pourquoi ça doit passer par la Cora? Pourquoi ça doit passer par l'extension? Et vous voyez que si les mathématiques évoluent elles-mêmes vers une conception où la spatialité n'a pas un statut dérivé par rapport à une ontologie ensembliste, mais au contraire constitutif, alors la difficulté va être encore plus aggravée. Plus les mathématiques vont se spatialiser, plus on va avoir envie de dire qu'elles sont uniquement du côté de l'appareil, au sens badiusien du terme. Donc en guise de conclusion, je voudrais reprendre les différentes déterminations que nous avons croisées et indiquer leur possible prolongement. Tout d'abord, si on considère que les ensembles forment d'abord un langage pour décrire l'être mathématique, alors on constate aisément qu'un des avantages de la théorie des catégories est précisément, indépendamment de toute question fondamentale, d'offrir un nouveau langage dans lequel le langage des ensembles est préservé entièrement et étendu à de nouvelles situations. Ici, la question centrale est donc, y a-t-il des situations que les catégories permettent d'exprimer mieux que les ensembles? Voire, y a-t-il des situations que les catégories permettent d'exprimer seules? Et la réponse semble être oui. Le lieu prototypique de déploiement des catégories dans l'histoire des mathématiques, c'est la topologie algébrique. Ce n'est pas les questions de fondement. Il paraît très difficile, sinon impossible, d'exprimer ce qu'est une homologie en général, qui était le problème de Heilenberg et Steenrod, ou une homotopie supérieure, c'est le problème de Quillen ou des gens comme ça, sans passer par le langage catégorique. Bien sûr, vous pouvez exprimer telle ou telle homologie dans le langage ensembliste, mais ce qu'est une homologie, hors du langage catégorique, eh bien, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Et ce qu'est une homotopie supérieure sans langage catégorique, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Ceci conduit à une seconde remarque. La théorie de l'homotopie, que je viens de mentionner, offre un triple défi dont il faut prendre acte et qui reste à penser par la philosophie. Tout d'abord, ces constituants de base, les types d'homotopie, donc l'homotopie, si vous voulez le penser comme une déformation continue. Mais en général, les déformations continues, dans le cadre des espaces topologiques, on les pensait sous la forme des homéomorphismes, c'est-à-dire qu'on demandait aussi à ce que ça soit bijectif. L'homotopie, c'est la déformation continue quand vous avez relâché cette contrainte. Par exemple, si vous prenez un disque et que vous le déformez sur son centre continuellement, le disque est homotope à son point. Et vous voyez bien que ce n'est pas bijectif. Le disque, il a la puissance du continu, le point, il est tout seul. Okay? Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les types d'homotopie ne se laissent pas bien exprimer dans un cadre extensionnel. Parce que justement, ce n'est pas des classes de bijectifs. C'est un point sur lequel a insisté Jean-Pierre Marquis dans un article très intéressant que je vous recommande, que j'avais déjà cité en 2009, et qui s'appelle Mathematical Forms and Forms of Mathematics, Leaving the Shore of Extensional Mathematics, où on quitte les berges des mathématiques extensionnelles dans les mathématiques aujourd'hui, et on ne les quitte pas pour des questions fondationnelles, on les quitte parce qu'on n'a pas le choix. Il faut décrire ces objets. J'avais ici une longue citation que je ne vais pas lire, de Bertrand Touraine, l'inventeur de la géométrie algébrique dérivée, dans lequel il explique ce qu'il appelle un shift of paradigm, un changement de paradigme des mathématiques homotopiques, et pourquoi on a besoin, en fait, de cette manière de voir les choses. Mais je vais le résumer, et l'idée, c'est de dire que dans le cadre homotopique, en fait, c'est le slogan, je crois qu'il le dit, voilà, il le dit, very briefly, the expression homotopical mathematics reflects a shift of paradigm in which the relation of equality is weakened to that of homotopy. Donc on se débarrasse de l'égalité et on travaille avec des homotopies. Okay? Et c'est ça qu'on fait en général. C'est ça qui est derrière la théorie homotopique des types, qu'on a mentionné tout à l'heure, de Voïvodski. Mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus général dans les mathématiques actuellement. Il y a des endroits où on travaille qu'à homotopie près, et notamment en géométrie algébrique. Et en cas de théorie, on s'en va comme ça. Je laisse ces questions ouvertes pour conclure. Vous voyez qu'il y a deux façons assez différentes d'entendre le doublet multiplicité discrète, multiplicité continue. La première consiste à y voir le motif d'un choix philosophique. C'est ainsi que finit par s'y rapporter Badiou, puisque à son corps défendant, puisque l'ontologie ne devrait pas être une affaire de choix, dans la manière dont il se rapporte à Deleuze. Donc le choix de Deleuze aurait été celui pour le continu et le différentiable, et son choix aurait été pour les ensembles, et il serait plus large. Je pense que cette lecture peut être renversée. Je ne vais pas finalement détailler cet aspect parce que j'arrive au bout de mon temps, mais je vais juste dire, donc ça c'est une première manière d'entendre cette opposition, c'est-à-dire qu'il faut choisir, ou bien on s'appuie sur le continu, ou bien on s'appuie sur le discret.
Mais il y a une autre manière de l'entendre qui est complètement différente et qui est celle que mentionnait Grothendieck, c'est que, en fait, c'est au sens de Lotman, c'est-à-dire qu'il y a dans les mathématiques une dialectique constante entre le discret et le continu, et on essaye de toujours mieux la caractériser en capturant l'essence commune à ces deux choses. Je vais m'arrêter là parce que j'arrive au bout de mon temps. Je pense que la réponse de Deleuze... No, you have 2 minutes. J'ai 2 minutes, alors je vais le dire. Je pense qu'en fait, la réponse de Deleuze est là, parce que quand vous regardez les exemples que prend Deleuze, c'est pas du tout vrai qu'il prend toujours des exemples continus. En fait, ce que fait Deleuze systématiquement, et c'est un peu agaçant d'ailleurs, c'est qu'il prend toujours un exemple continu et un exemple discret, côte à côte, en disant c'est la même chose. Il fait ça avec le pli de René Thom et les fractales de Mandelbrot dans le pli. Il fait ça avec les variétés riemanniennes et le tapis de Sierpinski dans l'île Plateau. Il fait ça tout le temps. Et il fait ça d'une manière bergsonienne, c'est-à-dire pour choquer votre intuition, parce qu'évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc, si vous dites c'est la même chose, vous êtes obligé de dire pourquoi c'est la même chose. Et en fait, il fait déjà ça dans le bergsonisme, c'est-à-dire qu'il prend les multiplicités continues de Riemann et les multiplicités intensives de Bergson et il dit c'est la même chose, alors que c'est vraiment pas du tout la même chose. Et son idée, et elle est très puissante en fait derrière, c'est que ce qui s'ouvre avec les multiplicités riemanniennes, c'est une possibilité d'aborder les espaces localement, et que cette idée, si on la pousse à la limite, c'est des espaces dans lesquels on ne s'intéresse pas du tout à leur régularité, au contraire, ils varient en tout point. Ces espaces n'intéressent pas du tout le mathématicien. Mais pour Deleuze, c'est la multiplicité intensive que Bergson avait saisie. Et vous voyez que là, on voit qu'il y a un lien entre discret et continu qui se pense dans la multiplicité intensive, et c'est ça qu'il veut essayer de faire comprendre. Voilà. Je vais m'arrêter là, en vous remerciant pour votre attention. Will you be changing seats?